Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire un petit tour de mes jeux solo pour cet été. Alors c'est pas des petits jeux pour la plupart, mais pour moi l'été c'est vraiment un moment où du coup j'ai un peu plus de temps et du coup on peut se lancer, je peux me lancer dans des jeux un petit peu plus costaud. Après il y en a que j'ai déjà joué aussi, mais voilà, c'est vraiment on va dire ceux que j'aurais envie d'emporter en vacances quasiment sûr. Même si Dice Throne, c'est tellement une énorme boîte hyper lourde que faut avoir la place pour qu'elle ait ça. Mais voilà, en tout cas c'est typiquement pas forcément des petits jeux de plage. Ça c'est plutôt les petits jeux qu'on a achetés pour jouer en famille, genre Trio ou qu'est-ce que j'ai acheté aussi, Porco Crasso, on adore. Enfin voilà, des petits jeux de cartes pour jouer, on va dire, à la plage. Mindbug aussi, on aime beaucoup. Là, c'est plus des jeux, on va dire, parce qu'on a le temps. Donc Dice Throne Aventure, donc j'ai commencé une session de ça, puisque j'ai un petit peu de temps et franchement j'adore. J'avais eu le coup de cœur pour les boîtes, parce qu'à la base c'est un jeu de duel. Et donc ils ont fait un mode exploration de donjon avec des boss du coup qu'on peut faire en solo ou en mode coop. Mais le mode coop nous a moins convaincus en fait, parce que c'est un peu long. Et donc voilà, franchement, un vrai plaisir. J'espère que j'aurai le temps de finir la campagne pendant les vacances, parce que c'est vraiment hyper agréable comme jeu. Un autre jeu, alors là plus léger, je sais pas dans quel ordre on va faire, mais My City Roll and Write. My City, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc là par exemple ça peut typiquement être un petit jeu, ça peut se jouer à plusieurs, ça peut se jouer en solo. C'est sur le principe de My City, sauf que là c'est en version beaucoup plus condensée et puis Roll and Write. Donc il y a un bloc, c'est le même principe que le My City, il y a des épisodes différents avec du coup des missions et des petits objectifs différents, mais qui juste rajoutent à chaque fois des objectifs. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai plastifié en fait des scénarios, enfin des épisodes, pour pouvoir écrire dessus avec un Velleda, mais sinon vous avez quand même plusieurs. Et puis le système qu'ils ont trouvé, c'est que My City, en fait, vous tiriez des cartes et puis vous aviez des polyomino à poser. Et là, en fait, pour reproduire ça, vous avez 3 dés à lancer. Donc, il y en a un qui va vous indiquer quel type de bâtiment vous faites. Alors, c'est un peu plus simplifié que le My City d'origine. Mais donc, soit vous avez des trucs comme ça, soit vous avez du comblé, soit vous avez des croix. Et puis là, en fait, vous lancez les dés. Et puis, vous avez un petit point gris ici qui va vous demander... Alors, bon, là, c'est un autre exemple, mais de joindre ces deux points, et du coup ça vous donne la forme que vous avez à dessiner. Et puis par exemple si vous avez lancé le dé que vous êtes tombé là-dessus, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez un bâtiment strié, on va dire, qui est en forme de L. Et puis donc toujours pareil avec les contraintes, il faut commencer le long de la rivière, vous pouvez les faire pivoter, les arbres c'est des points en plus, c'est rajouté ici, les rochers il faut essayer de les boucher, il faut qu'un bâtiment touche un autre, etc. Blablabla, enfin bref. Donc par exemple, je sais pas ce que j'avais dit, je fais ou une ligne toute droite en X là par exemple, et puis il faut que je le fasse le long de la rivière. Donc 1, 2, 3, 4, par exemple je pourrais le mettre ici, et puis c'est des X. Voilà, je relance mes dés. Donc je fais joindre les deux petits points, là c'est un coin, ça va être un autre bâtiment, il faut essayer quand même que les bâtiments, donc là par exemple je peux pas parce que ça toucherait pas, mais je peux le mettre ici, et puis donc ce sera en grisé. Moi je fais ça vite fait, mais vous avez compris le principe. Et puis à la fin vous comptez vos points, voilà, vous pouvez sauter des bâtiments non construits si vous n'arrivez pas à les construire, mais par contre ça vous fait des pénalités. Et puis voilà, un petit jeu sympa pour l'été ou n'importe quand, que j'aime bien. Ensuite, je joue toujours à War's Age. Franchement, ce jeu, j'adore.
les vaisseaux, les ennemis, les jetons qu'on brasse et on essaye de piocher et puis on les assigne ici, ailleurs, un coup je manœuvre, un coup je tue au laser et tout. J'adore. J'ai changé de vaisseau. J'avais hésité à prendre l'extension, je n'ai pas craqué. Pour l'instant ça me convient comme ça. Mais simplement déjà de prendre un autre vaisseau plutôt que l'Artemis, ça complique un peu parce qu'on n'a plus l'habitude des jetons d'action. Et voilà, c'est toujours sympa de jouer, je trouve, à Warp Stage. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Un jeu que j'ai acheté il y a pas très longtemps, je dirais au mois d'avril, un truc comme ça, que j'aime bien aussi, c'est Goblivion. Donc ça, c'est un petit jeu de cartes. Alors, c'est marqué solo coop. Honnêtement, c'est quand même bien mieux en mode solo. Donc, il y a un petit livret de règles. Ça c'est votre plateau, je vous montre vite fait. Là c'est là où il y a les ennemis, en fait on est censé défendre les portes du château. Et en fait pour vous expliquer un petit peu le principe du jeu, c'est que donc on va avoir des ennemis, alors on se fait une pioche d'ennemis, il y a des conditions, hein, je vous dis pas, c'est pas comme ça. Et puis vous avez des personnages améliorés, par exemple le prêtre qui a une force de combat de 2, il y a des archers, il y a des soldats, voilà, donc assez classique. Un fou de guerre, lui il tape de 4, et puis avec un petit pouvoir éventuellement, voilà. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de devenir, puisqu'en fait on va améliorer notre armée initiale pour être plus fort pour affronter les monstres, en entraînant des gens. Et donc ça c'est notre deck de départ, donc il y a 40 cartes, on va en utiliser que 20. Mais en fait ils sont complètement nuls, pour la plupart. Vous avez un fermier qui vaut 0, vous en avez beaucoup, vous avez... alors le fermier c'est vraiment basique, il a 0, vous en avez qui valent carrément -1, comme le mendiant, alors lui c'est vraiment... alors il y en a quelques-uns qui sont un peu costauds, par exemple le gentilhomme qui vaut déjà 2, mais vous voyez un voleur qui vaut -1, un bûcheron lui vaut 1, donc il y a beaucoup de 0, le pyromane qui veut tout cramer, le percepteur d'impôts, enfin voilà, c'est hyper rigolo. Certains ont un petit pouvoir quand même, mais voilà, il y a quand même beaucoup de cartes super nulles. Et le principe du jeu, donc je vous ai dit, vous en avez 20 au départ qui sont vos cartes bleues. Et puis vous allez dire par exemple, donc il faut étaler les cartes, je vais faire ça très très vite fait pour que vous compreniez un petit peu. Donc voilà, vous étalez tout le monde. Et puis vous avez un jeton qui est je ne sais plus où. Voilà. Vous dites en début de votre tour, je veux entraîner par exemple un archer. Je vais le rapprocher. Donc vous mettez votre jeton ici. Ça veut dire que vous allez vouloir essayer d'entraîner un de vos paquets de nulos pour arriver à le transformer en archer. Donc là on vous dit comment obtenir la condition pour réussir l'entraînement de l'archer. En fait vous allez piocher 3 cartes, c'est la flèche vers le haut, donc vous piochez 3 cartes de vos cartes de nulos. Bon là j'ai eu de la chance, on va essayer d'en piocher... non, c'est pas très bien mélangé mon affaire. On va dire que par exemple j'ai pioché ça. Donc je pioche 3 cartes. Ma cible c'est d'avoir 2 en puissance. Et à ce moment-là je pourrais faire l'échange, c'est-à-dire transformer un de mes personnages en archer. Donc je donnerai cette carte là pour récupérer l'archer. Donc là par exemple j'ai 0, 1, mon objectif c'était 2, donc je n'ai pas assez. Ce que j'ai oublié de vous dire c'est que en début de partie, vous avez choisi un roi qui vous a octroyé une bourse au départ, donc par exemple la 18 pièces d'or, qui a un garde du corps, donc par exemple c'est un personnage qu'on va mettre sur le côté et qui a en général un petit quelque chose. Et puis chaque roi et reine aura un truc particulier. Donc là je suis censée commencer avec 18 pièces d'or. Donc, je ne vais pas me prendre les 18 mais vous allez très vite comprendre. On va dire que j'en ai 18. Mon objectif c'était d'avoir 2 en force, là j'ai seulement 1. Je peux choisir de payer une pièce d'or pour achever mon entraînement et du coup récupérer mon archer. C'est pas une carte que je rajoute dans ma main, c'est une carte où je vais du coup me défausser d'une de mes cartes pourries pour le remplacer par une carte meilleure. Et puis je la mets à l'hôpital parce qu'ils vont tous aller se reposer. Et puis à la fin de mon tour, l'ennemi va avancer et puis il va finir par avancer de plus en plus. Et quand il va arriver ici, je vais devoir le battre.
Et les ennemis c'est très rigolo. Donc là c'est pas possible parce que c'est un ennemi de niveau 2, mais bon, bref c'est pareil. Ça c'est sa force, ça c'est le nombre de cartes que je vais piocher pour essayer de le battre, sachant qu'au fur et à mesure on a des cartes qui sont plus fortes, qui peuvent nous permettre de ramener des gardes de l'hôpital, d'avoir un petit bonus quand on tape, de piocher des nouvelles cartes, etc. Et quand on a battu un monstre, et bien en fait on va récupérer quelque chose. Donc là par exemple ce serait un joker qui me permet de copier un paysan, mais il y a des cartes qui sont super rigolotes, où en fait une fois qu'on a battu, là par exemple c'est un gobelin qui est sur une vache, une fois qu'on l'a battu on récupère la vache qui va nous donner des pièces pendant les entraînements, enfin les combats plutôt. Le truc super rigolo, voilà, un gobelin, donc bon il est pas très fort, hein, il a une force de 2, et une fois qu'on l'a battu, et bien en fait il va rester son slip, et du coup on prend son slip et on l'a dans notre main. Donc c'est super rigolo, on gagne des trucs parfois absurdes, des trucs qui nous servent à rien. On peut gagner par exemple un slip sale, donc là on a carrément une carte de -2 qu'on récupère dans la main, et là on se dit oh là là mais c'est l'enfer. Sauf qu'en fait, de la même façon qu'on peut améliorer des personnes, c'est-à-dire transformer un mendiant ou un pyromane qui a -1 en un prêtre ou un fou de guerre qui tape à 4, on peut aussi améliorer des objets. C'est-à-dire que mon slip sale, qui en fait me fait -2 d'attaque quand je l'ai, il y a une bourse, ça veut dire que c'est un symbole d'objet, je vais pouvoir de la même façon plus tard l'entraîner, le slip, ou le transformer on va dire, pour que ce soit un peu plus crédible, même si ça l'est pas beaucoup, et transformer mon slip alors en protecteur mécanique, ou encore mieux pour l'exemple du slip, en catapulte. Donc là c'est, enfin encore une fois j'adore l'humour de ce jeu parce que c'est vraiment hyper drôle. Et en plus c'est hyper stratégique l'air de rien, parce que première partie que j'ai faite, bon j'ai perdu, logique. Comme tout bon jeu qui se respecte, c'est quand même rare de le gagner tout de suite. Et je me suis dit, ah là là, mais ça dépend de la main qu'on a au départ. Parce qu'on a des cartes, voilà, on a des -2, des -1, forcément, quand on commence à jouer avec ça, on peut pas gagner. Donc je me suis dit, ah mais c'est nul en fait, c'est trop aléatoire. Et j'ai fait une nouvelle partie, parce que ça m'a, je me suis dit, bah, il faut quand même que j'essaye de voir. J'ai fait une nouvelle partie où là je n'ai pris que les meilleures cartes des bleus. Donc clairement en trichant, hein. J'ai pris toutes les bonnes cartes. Celle qui valait 2, etc. J'ai essayé de faire le deck le plus fort possible de départ. Donc évidemment j'ai gagné, mais très rapidement, je me suis rendu compte que comme on transforme les gens, on les améliore dans un premier temps, d'avoir des grosses cartes très rapidement, certes c'est plus facile pour les entraînements, mais on se retrouve, au lieu de se débarrasser de cartes de -1 et de les transformer en 2, et ben on se retrouve à devoir jeter quelqu'un qui vaut 1 en quelqu'un qui vaut 2. Ou d'avoir carrément des personnages qui sont déjà des personnages qu'on a entraînés et qu'on doit quand même virer parce qu'on veut gagner quelque chose de mieux. Et donc finalement je me suis rendu compte à travers ça, plus une vidéo de l'auteur où il faisait une partie avec vraiment un deck à l'inverse mais hyper pourri, et il montrait que c'était vraiment la façon dont on gérait son paquet de cartes, son entraînement, ses pièces, puisque les pièces vous aident au début à finir l'entraînement de vos personnages, plus les gardes du corps qui ont souvent des petits pouvoirs. En fait c'est vraiment la stratégie du jeu qui fait que vous pouvez gagner, et c'est pas juste d'avoir des cartes bonnes ou mauvaises au départ. Suivant ce que vous en faites, ça va changer du tout au tout, et voilà. C'est un petit jeu solo, je vous dis, j'adore l'humour. Une fois qu'on a fini les ennemis, on a des boss. Chaque boss a ses petits trucs particuliers. Le roi, pareil, il a son garde du corps qui va lui donner un pouvoir différent. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui se mélangent. Les dessins sont assez rigolos. Après, faut aimer le style, mais franchement, ça a été une petite découverte très sympa, et j'aime bien y jouer. Alors après, globalement, c'est un peu répétitif, donc une fois qu'on a compris un peu la mécanique de l'entraînement, tout bêtement aussi, ne pas essayer d'avoir un truc super fort, un protecteur mécanique et un objet si on n'a pas un objet sûr sous la main. Le coup de ramener des objets de l'hôpital, défausser des cartes pour épurer son deck. Franchement,
sous des aspects très enfantins, et bah finalement il y a quand même beaucoup de trucs dessous, c'est pas mal. Par contre je crois qu'ils ont préparé une réédition, et du coup je sais pas si actuellement, je pense que c'est peut-être la période entre les deux où le nouveau est pas sorti, où il a réimprimé l'auteur, j'ai vu une vidéo et où il prépare, il a fait quelques petits changements au niveau des cartes, et ça c'est l'ancienne version. Mais en tout cas un super jeu. J'ai beaucoup aimé aussi After Us qui est sorti je pense à peu près à la même période, ou peut-être un petit peu après. Ça c'est pareil, c'est solo ou à plusieurs. On a joué à plusieurs, ça marche hyper bien aussi. Catch-up Games, c'est ceux qui ont fait Paper Tale que j'avais adoré, donc je me suis dit je vais regarder d'un peu plus près. Et effectivement j'aime beaucoup After Us. After Us c'est un jeu donc un petit peu deck building entre guillemets, ou en tout cas d'amélioration de ces petits personnages. Donc on a des singes, il y a des familles de singes avec des ressources, et puis au fur et à mesure on va choper des singes de plus en plus costauds. Et ce que j'ai trouvé vraiment super ingénieux, c'est qu'en fait vous jouez avec les cartes et vous allez faire des cartouches comme ça qui vont vous permettre de gagner des ressources. Donc à chaque fois vous allez piocher 4 cartes quand c'est votre... on joue en simultané en plus, donc ce ne sera pas forcément celle-là parce que c'est pas vos cartes du départ, mais vous comprenez l'idée, elles sont toutes sur le même principe. C'est que vous allez agencer vos cartouches pour pouvoir prendre des ressources. Donc un cartouche qui est fermé, je récupère, donc là c'est bon, je récupère une graine, une pile et un fruit. Par contre celui-là qui n'est pas fermé, et bah du coup je vais pas pouvoir l'utiliser. Donc je peux me dire, ah attends, finalement je vais la ranger autrement. Là je voudrais récupérer cette fleur, donc je vais le mettre plutôt comme ça. Donc là je l'ai fermé, par contre bah là j'ai perdu ma pile. Voilà, donc il faut à tout le temps essayer de trouver comment optimiser sa disposition pour avoir des ressources. Donc là c'est vraiment je collecte, et après ça commence à être je transforme. Donc là par exemple, donc je prends, on va dire que je l'ai mis comme ça, peu importe. Donc j'ai pris ma graine, ma pile, ma graine, ma fleur, mon fruit, ma pile. Là je peux pas, les deux trucs. Ensuite j'ai la possibilité, on fait toujours de gauche à droite et ligne par ligne, ma pile de la transformer en 2 points de victoire. Donc il y a une piste autour du plateau. Et puis on peut avancer ces points, sachant que le but du jeu évidemment c'est d'en avoir le plus possible quand on joue. De toute façon même quand on joue contre l'IA, c'est pareil, c'est d'avoir le plus de points possible. Là par exemple j'ai 2 points gratos, puisque mon cartouche est fermé. Là je peux transformer une fleur en 2 points, 2 piles en 3 points. Donc en fonction de comment j'ai arrangé mes cartes, eh bien je vais pouvoir récupérer des ressources, les transformer en points de victoire, etc. Et à la fin donc, de cette partie de collecte, en fait on va regarder au niveau du plateau, et si j'ai 3 fleurs, je vais pouvoir... Alors je ne me rappelle jamais du nom des singes. Bon, on va aller ici, ce sera plus simple, celui-là je connais. Si j'ai 3 graines à la fin de ma récolte, eh bien je vais pouvoir choper un gorille de niveau 1. Donc c'est comme ça, je récupère ma carte et je l'aurai pour le prochain tour. Si j'ai 6 identiques, eh bien je pourrais carrément choper un gorille de niveau 2. Évidemment ceux qui sont de niveau 2, ça demande plus de ressources pour l'avoir, mais ils sont beaucoup plus efficaces. Et puis en plus, chaque famille de singes a sa petite particularité. Eux, je ne sais plus qui, ils vont beaucoup jouer sur les points de victoire. C'est pour ça que vous voyez que là c'est des singes comme ça, même de niveau 1, il y a des cartouches carrément fermées, et c'est souvent transformer des ressources en points de victoire, parce que c'est leur particularité. Les orang-outans peut-être, je suis vraiment nulle en singe. Eux, leur spécialité c'est les piles. Les piles, ça sert à utiliser des cartes qu'on n'a pas regardées, mais qui sont des petites aides, bon, peu importe. Les gorilles, eux, ils jouent beaucoup sur la rage. En fait, la rage, ça c'est notre piste. Donc à chaque fois qu'on a ce symbole-là, on va pouvoir monter sur cette piste-là. Et quand on en dépense 4, on va pouvoir virer une de nos cartes. Donc ça permet d'épurer son deck. Donc ça peut être une stratégie pas mal pour avoir tout le temps des bonnes cartes. Et puis les chimpanzés, alors eux, ils s'en fichent de leurs ressources. Par contre, il faut quand même que ce soit les 3 mêmes, ou les 6 mêmes. Et eux, leur pouvoir, c'est de copier des actions.
Donc ça veut dire que si j'ai un chimpanzé plus loin, eh bien j'aurai le droit de refaire un cartouche que j'ai déjà fait. Donc soit de récupérer à nouveau des ressources, soit de faire une retransformation, ou soit voilà, d'avoir 2 points de victoire. Et on fait comme ça de tour en tour, on améliore ces singes. Franchement c'est un jeu qui est très sympa, qui est pas un petit peu stratégique, mais en même temps il n'est pas prise de tête. Ah oui, donc ça c'était notre petit papier de départ. En fait au début on joue avec ces singes là, qui sont des singes assez basiques. Et puis au fur et à mesure on essaye d'acheter des singes plus costauds pour améliorer son paquet. Ce qui est aussi assez marrant, c'est que quand on joue en multi, bah, on prend les ressources, voilà, classique. Quand on joue en mode solo, on joue contre un Nia, on va dire, qui récupère des ressources. Mais ce qui est rigolo, c'est que on va chercher à lui piquer ses ressources. Donc, en fonction de ce qu'on prend, quand on agence ses cartes, on va aller lui piquer à lui. Donc on a tout le temps l'œil sur qu'est-ce que lui il a, puisque à la fin de son tour il est comme nous, il va choper des meilleures cartes s'il a 3 graines par exemple. Donc pour le bloquer dans son... parce que lui il a ses ressources en début de partie, enfin en début de tour, pour essayer de le bloquer, on peut se retrouver à faire des agencements juste pour que lui il n'ait pas les 3 graines ou les 3 fleurs qui vont lui permettre de choper une carte plus forte. Donc c'est à ce moment-là rigolo parce que finalement il y a plus d'interaction avec le solo presque que quand on joue à plusieurs, où là chacun ramasse ses ressources et il n'y a pas vraiment de restrictions, chacun fait les trucs dans son coin, et après c'est juste quelle est la stratégie qui est la plus efficace, mais on ne se pique pas de ressources. Donc c'est rigolo que sur mode solo il l'ait fait dans ce sens. Un autre jeu, bah pareil, à peu près à la même époque, ou peut-être qu'After Us c'était avant, du coup j'ai un doute, et qu'Oblivion, bon peu importe. Final Girl, donc là c'est un pur jeu solo. Franchement j'avais hésité à le prendre parce qu'au début ça me tentait pas trop le thème. Puis je comprenais pas trop le principe de la piste comme ça qui monte. Donc c'est rigolo, c'est des plateaux qui sont aimantés. Mince, j'ai tapé dans le pied, désolée. Donc ça c'est la boîte de base en fait qui contient tout ce qu'il faut pour jouer ensuite ce qu'ils appellent des films. Puisque c'est un peu inspiration VHS DVD. Donc vous avez acheté une boîte de base et ensuite vous achetez des longs métrages avec à chaque fois un lieu. Donc c'est des thèmes sur des films d'horreur. Avec du coup un tueur et un lieu. Donc là c'est la première boîte, c'est celle qui était un peu en initiation on va dire. Donc on joue avec Hans le boucher. Donc c'est bien fait, les trucs c'est du coup le couvert qui sert, donc ça ce sont ces cartes. Et puis on va jouer dans le camp Happy Trail, voilà. Donc là vous avez toute votre installation et puis après vous avez besoin aussi de votre boîte de base puisque vous allez récupérer du coup votre plateau d'horreur, donc qui est recto verso si on veut faire un mode très très dur. Vos dés, donc apparemment c'est un peu le même principe que négociateur prise d'otage que je ne connais pas mais qui est du même auteur. Donc ça ce sont vos cartes d'action. Voilà, donc il y en a qui coûtent 0 temps, ça vous permet de vous déplacer, par exemple avec la marche, ça vous permet de relancer des dés, ça vous permet d'attaquer évidemment. Ça ce sont les personnages, bon je vous montre pas tout. Et puis au début du jeu. Alors par contre ce que je trouve un peu casse-pied c'est que on est obligé de mélanger les trucs quand on fait l'installation et quand on range aussi, du coup ça a un petit côté de bazar pour le coup. Puisque vous voyez qu'en plus là c'est recto verso, donc là si je veux faire mon installation je suis obligée de récupérer ce qu'il y a derrière qui correspond aux cartes terreur du lieu. Là c'est les attaques du méchant. Donc l'installation est un peu laborieuse pour ça alors qu'en fait il n'y a pas grand chose à installer. Et puis vous avez donc, où est-ce que je vais les trouver? Peut-être ici, voilà. Donc quand vous faites votre installation, on va essayer d'enlever un petit peu du bazar. Donc ça c'est le lieu par exemple de cette aventure là. Vous avez des zones. Donc il y a des zones avec
une petite clé à molette parce que c'est des endroits où on va pouvoir chercher et récupérer des objets qu'on va positionner là. Il y a des zones qui sont ici où c'est des sorties, puisque le but du jeu c'est d'arriver quand même à s'échapper et à faire s'échapper aussi des victimes qui sont aussi avec nous. Voilà, donc ça c'est le camp de départ. Donc vous avez des petites cartes objets. Vous avez des trucs qui sont super bien, vous avez des couteaux, des arcs, machin, et puis vous avez des trucs où c'est juste pour relancer des dés, ou une bombe au poivre, enfin bon voilà, des trucs un peu nuls. Donc vous mélangez, et puis vous allez disposer donc, dans ces 3 zones là qui correspondent aux zones, c'est pas partout, hein. Là par exemple bungalow, ça veut dire qu'il faut que je sois dans le bungalow pour pouvoir avec une carte de recherche et en ayant réussi mon jet de dés, fouiller dans le bungalow et je n'aurai accès que aux 4 petits objets qui sont dans le bungalow. Dans le ponton il y en aura 4 aussi, dans la cabane à outils il y en aura aussi. Ça veut dire qu'il y a des objets que j'aurai pas du tout aussi. Et puis voilà, si je suis au feu de camp, bah, je pourrais pas faire de fouille, donc il faut que j'aille forcément là, et je n'aurai accès encore une fois qu'aux objets qui sont ici. Donc ça contraint un petit peu les choses. On a des cartes événements, où là, bah, ça peut être, je sais pas, par exemple, en début de partie, on commence, et puis là, on va vous dire, la victime la plus proche est votre petit copain, s'il meurt, il faudra commencer la prochaine phase d'action avec 12, enfin bref, peu importe, des événements divers qui vont interagir avec le jeu. Et puis vous avez 2 objets en fait qui correspondent à chacun un personnage, donc c'est une arme en général spécifique, peu importe. Et vous avez une disposition, donc vous avez 5 dispositions différentes pour ce camp-là. Et vous voyez, ça correspond à comment se place. Donc le personnage en jaune, c'est vous, c'est la Final Girl. Le T, c'est le tueur. Et puis tous les autres, c'est le nombre de petits meeples, hein, de petites victimes collatérales que vous allez devoir installer. Donc par exemple, si je fais cette disposition-là, j'ai une victime qui va être ici. J'en ai une autre qui sera là. Voilà, je suis le plan. Et puis ça veut dire que moi, je vais être positionnée là-bas et le tueur... Alors on n'est pas jaune, on est rose. Moi je suis au ponton et le tueur il est là. Voilà, et puis il y a par exemple une victime entre nous. Après il faut faire attention, c'est entre nous, mais en fait là c'est le lac. Donc on ne peut pas passer d'ici ici. Voilà. Mais globalement, vous avez compris l'idée, donc on fait la disposition. Ça c'est notre truc de départ, nos objets, notre carte d'événement. Et puis voilà. On va avoir un sablier en fait qui va nous... Le temps c'est les unités qu'on va dépenser pour acheter des cartes. Et puis comme je vous l'ai dit, les cartes ça vous permet de faire des actions. Donc il y a des cartes qui sont gratuites et il y a des cartes qu'on va devoir acheter et qui ont un coût en temps, 1, 2, voilà. Ce que je trouve qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait d'un tour sur l'autre vous ne pouvez pas avoir les mêmes cartes. Donc là je vais avoir des cartes en main et que je vais utiliser. Je vais les défausser et je ne pourrai pas les récupérer pour le prochain tour quand je vais faire mon marché de cartes en fonction du temps que j'ai réussi à économiser ou à gagner, parce qu'on peut aussi en gagner. Je vais acheter des nouvelles cartes et les cartes que j'avais en main pour ce tour-ci ne seront disponibles que le tour suivant. Donc je trouve que c'est pas mal parce que du coup des fois ça bloque un peu. On n'a plus de temps, bah, du coup on ne peut pas les acheter. Et les cartes gratuites en temps, on ne peut les avoir qu'une fois sur 2 puisque les cartes sont... bloqué comme ça pendant un certain temps. Et donc le tueur il est là et il a des cartes spécifiques. Donc il a un pouvoir maléfique potentiellement, il a un final qui va lui donner un pouvoir particulier, il a un pouvoir maléfique, donc ça il y a 3 ou 4 cartes à chaque fois, donc ça fait un petit peu de variabilité. Et puis là c'est le niveau d'horreur, en fait plus il va faire de victimes, on va dire qu'il tue cette personne là, je la mets ici, et bien son niveau d'horreur va monter. Et au fur et à mesure où son niveau d'horreur monte, et bien il va se déplacer plus vite, il va faire des attaques plus fortes. Alors les petits meeples comme ça, de toute façon ils ont une vie de 1, donc c'est pas grave. Mais par contre le fait qu'il se déplace plus rapidement, ça devient un peu casse-pied. Et puis vous voyez que bah, là par exemple c'est le niveau d'horreur. Donc si je suis ici, ça va, j'ai 2 dés, mais si j'arrive ici c'est mieux parce que du coup je peux avoir 3 dés. Donc vu que toutes mes actions
se base sur des réussites avec des lancers de dés, d'en avoir 3, c'est quand même plus sympa. Et puis par contre, quand je suis ici, parce que lui, il a monté son niveau d'horreur, parce qu'il a beaucoup de victimes, et bien je n'aurai plus qu'un seul dé, donc ça va devenir très compliqué. Et surtout qu'il y a des cartes où, tout bêtement, il faut que j'ai 2 réussites pour pouvoir avoir mon action pleine. Si je n'ai qu'une réussite, eh bien je vais avoir potentiellement l'action, mais avec un petit malus. Donc, si j'ai qu'un seul dé, autant vous dire que c'est pas possible de l'avoir 2 réussites. Donc voilà, un système très ingénieux où au fur et à mesure, eh bien, plus le tueur tue, c'est logique, et plus il devient fort et il augmente. A l'inverse, nous, par contre, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait des cartes de personnages. Où est-ce que j'ai pu mettre mes personnages? Ah bah si, voilà. A l'inverse, à chaque fois qu'on va sauver quelqu'un, nous, c'est-à-dire que quand on se balade, je peux dire si je me déplace de 1, l'autre après il peut me suivre, et si je l'amène dans une sortie, il est sauvé. Et à chaque fois que je vais sauver une victime, eh bien je vais débloquer le petit bonus qui est en dessous. Donc là par exemple je vais regagner une vie, là je vais gagner 2 temps, là ça veut dire que je vais baisser de 1 cran au niveau de mon niveau d'horreur, et puis voilà. Et une fois que j'en ai 6, eh bien je peux révéler mon plein potentiel. Moi aussi je suis boostée par le fait d'avoir sauvé plein de gens, et du coup je tourne la carte de ce côté là, et par exemple là c'est lorsque j'inflige des dégâts à un ennemi, je rajoute 1 d'attaque. Donc ça peut être intéressant de passer de ce côté là. Ce que je vous ai pas dit aussi, un truc super rigolo, donc là ça me donne du coup j'ai 5 vies, donc on met ces jetons ici. Sauf que c'est un peu comme dans les films d'horreur où on ne sait jamais s'il n'y a pas une victime qui va se relever, etc. En fait, mes 5 vies se traduisent par 4 vrais cœurs. Et puis, mon dernier, c'est un jeton comme ça. Alors, c'est valable pour moi et c'est aussi valable pour le tueur. Et en fait, ce dernier jeton, donc on voit qu'il y a un cœur, mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Potentiellement, il y en a 2. Donc ça veut dire que je pensais n'avoir plus qu'une vie, et en fait j'en ai 2. Mais le plus souvent, il n'y a rien. Donc en fait on est mort. Et voilà. Donc c'est hyper drôle parce que souvent c'est quand même un peu... on perd vite des vies, puisqu'on n'en a quand même pas beaucoup. Et au dernier moment on se dit soit... il y en a un où c'est carrément on a 3 cœurs de plus, donc là c'est super. Et sinon, non, rien. Du coup, on est mort. Et pareil pour le tueur. Donc lui en plus il a 12 points de vie au départ, donc voilà. Mais potentiellement il en a 3 de plus de cachet. Ou finalement il en a 0 et puis c'est fini. Donc voilà. C'est un jeu franchement qui est assez prenant. Après le thème est un petit peu sombre. Mais voilà, passer ce truc là. Bon, ma fille elle y joue, ça n'a pas l'air de l'avoir traumatisée. Après ça reste des cartes, c'est pas hyper... Enfin voilà, c'est pas non plus un film d'horreur, donc le niveau de... Comment dire, d'image n'est pas non plus extraordinaire, mais voilà, c'est un jeu solo qui est sympa. Franchement, je suis contente de l'avoir acheté finalement, parce qu'au départ il me plaisait pas trop, et puis finalement je le trouve sympa. Et alors je sais pas si c'est un effet commercial ou voilà, mais en fait il est en rupture de stock. Donc il va y avoir d'autres longs métrages qui vont sortir, mais par exemple si vous n'avez pas la boîte de base, et vous ne pourrez pas jouer. Donc je ne sais pas comment ils vont régler ça. J'espère quand même qu'ils vont rééditer la boîte de base, parce que sinon ça sert à rien de faire des scénarios suivants si ceux qui n'ont pas commencé ne peuvent pas prendre le chemin en marche. Donc je ne sais pas. Je range ça vite fait parce que je vous ai dit, pour le coup, je trouve que
le rangement n'est pas très optimal pour la taille du jeu. Le fait que ce soit recto verso et qu'il y ait des trucs dans la boîte de base et des trucs dans les scénarios. En soi ça se tient, hein, puisqu'après vous pouvez mélanger les lieux, les personnages, les héroïnes, les tueurs, mais là à ranger, ben, c'est pas hyper intuitif. Les ruines de Narak, ça j'y ai beaucoup joué cet hiver. J'ai acheté l'extension chef d'expédition, c'est du coup des personnages qui vous permettent d'avoir des pouvoirs un petit peu asymétriques et des façons de jouer différentes. Pour l'instant j'ai testé que le premier qui est le capitaine, qui est le plus simple a priori à prendre en main. Voilà, j'y ai beaucoup joué aussi aux ruines de Narak sur BGA. Parce que du coup, il n'y a pas d'installation, parce que le plateau il est quand même assez grand et tout. Et puis, il y a un moment où je faisais presque une partie par tous les soirs. Donc, s'il faut tout installer et tout replier, parce que c'est sur la table où on mange, c'est pas très pratique. Mais voilà, là j'ai envie de tester les chefs d'expédition et de tester les différentes configurations. Donc je pense que je vais partir avec pour les vacances. Même si c'est quand même une grosse boîte, mais c'est vraiment un jeu très sympa et j'ai vraiment envie de tester les différents personnages. Et puis pour finir, un petit jeu aussi que j'ai bien aimé, Fantastic Fabric. Là c'est pareil, c'est des dés. En fait j'aime beaucoup les jeux de dés, je me rends compte. J'aime bien le côté aléatoire. Et puis voilà, je trouve ça sympa après d'essayer d'optimiser ces dés. Donc là il y a des dés qu'on va lancer et puis on va soit s'en servir pour avoir des cartes, soit pour avoir des ressources. Il y a des... Je vous montre pas l'installation parce que du coup la vidéo commence à être un petit peu longue, mais on va récupérer des cartes, essayer de les construire, sachant que on a une place limitée. Donc ça va déclencher la fin de partie. Donc il faut aussi un peu faire attention à ce qu'on construit. Parce que si on construit des trucs qui ne nous rapportent rien, c'est pas très intéressant. Ce qui rapporte pas mal de points notamment, ce sont les monuments. À ne pas négliger. En général, on ne peut construire qu'un seul bâtiment du même style. C'est-à-dire que l'usine d'aluminium, je peux en avoir qu'une. Mais par contre, le flambeau, on vous dit un flambeau c'est 2 points à la fin. Par contre, le deuxième flambeau, il vaut 3, donc c'est-à-dire que vous avez 5 points pour les 2 au lieu de 4. Donc voilà, et puis globalement, les bâtiments que vous construisez, ils vous servent aussi à faire autre chose. Par exemple là, avec une carte et 3 énergies, je pourrais avoir des minerais. Sachant que pour construire, je sais pas, ma centrale nucléaire, il faudra que je défausse une carte de ce type, mais que j'ai aussi 2 minerais et 2 énergies. Donc peut-être que si j'ai réussi à choper des minerais avec ma carte précédente, la raffinerie, eh bien ça va m'aider. Donc voilà, c'est un petit jeu de construction où on fait des petits combos après, bon léger, hein, c'est pas non plus... mais c'est ce que j'aime bien, le fait que ce soit quand même assez rapide et assez simple. Et puis il y a un mode solo qui est très sympa aussi, où du coup, en fonction du nombre de cartes qu'on a donné à l'adversaire, eh bien on va avoir différentes actions. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Fantastic Fabric pour faire des petites parties solo. Et puis voilà, écoutez, ça fait une belle petite sélection. Donc c'est pas forcément des jeux de poche, on va dire que c'est pas des jeux à emporter dans la valise, c'est plutôt des jeux auxquels profiter pendant les vacances quand on a un petit peu de temps et qu'on veut jouer. Alors certains ils se jouent aussi à plusieurs, hein. Fantastic Fabric ils jouent de 1 à 5. After Us, je crois que c'est de 1 à... Je pense que c'est pas 6. Voilà, Narak on peut aussi y jouer à plusieurs, My City on y joue à plusieurs sans souci, Dice Throne aussi, même si je vous ai dit qu'on avait trouvé ça longué et que nous on avait laissé tomber. C'est pas forcément que des jeux solo, mais en tout cas ce sont des jeux qui en solo sont vraiment intéressants et ont une vraie profondeur, je trouve, des mécaniques différentes. Je trouve que c'est vraiment de plus en plus développé.
Et voilà, j'espère que ça vous a donné des idées si vous aviez envie de tester des jeux qui sont jouables en solo. Et puis je vous dis maintenant à vous de jouer. Merci!